Merci Jean-Philippe, merci Mathéo. Je vais vous laisser tous les deux rejoindre vos places et on va poursuivre avec la présentation de Sylvain Carbouche, responsable scientifique du pôle études et recherches de la Fondation OCIRP. Vous nous parler des orphelins à l'école, des conséquences de la perte d'un parent et de la façon dont on peut les soutenir. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, Mathéo veut que l'école change et il a bien raison. Je vais essayer de vous montrer certains constats et ce qui se passe à l'école et éventuellement aussi à la fin quelques pistes d'action. Très rapidement, les résultats que je vais vous présenter sont issus d'une enquête faite par la Fondation OCIRP qui s'appelle École et orphelins, mieux comprendre pour mieux accompagner. Vous avez, j'ai vu des documents qui sont distribués à l'entrée. Et également sur le site internet de la Fondation OCIRP, vous pouvez retrouver un certain nombre de publications. Donc les résultats ont été édités en 2017, mais l'enquête a été réalisée en 2016, après que, avec Emmanuel Enfrin, qui est la responsable de la Fondation, on voyait bien venir que ce sujet était extrêmement important dans les témoignages ou un certain nombre de documents ou de données qui existent, même s'il en existe peu. Sur le plan méthodologique, très rapidement, il y a eu 2 questionnaires de fait et des entretiens individuels qui ont été faits. Les questionnaires ont permis de récolter 1083 réponses d'enfants, d'adolescents et d'adultes orphelins. Et du côté des enseignants et personnels de l'éducation, on a eu 940 réponses, sachant qu'il y a un panel représentatif de 802 enseignants du secondaire, ce qui n'est pas le cas du groupe des répondants orphelins de facto. Et c'est une enquête qui a été faite avec l'IFOP et les partenaires de la Fondation. Revenons sur un point. Alors, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'un orphelin ? On a déjà évoqué ce mot-là, mais souvent ça met pas mal de définitions et finalement chacun a ses définitions. En fait, il faut savoir qu'un orphelin, c'est un jeune, c'est un enfant ou un jeune adulte qui a perdu son père, sa mère, ou plus rarement ses 2 parents, avant l'âge de 25 ans, de différentes causes. Et dans l'enquête, on a à peu près les mêmes causes que la population générale, qui sont la maladie, l'accident et le suicide, sachant qu'il faudrait rentrer dans le détail pour voir la qualité de ces données. Mais par exemple, sur le suicide, on sait qu'il y a de la sous-réponse et que c'est une des causes aussi extrêmement importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, et Mathéo l'a dit par rapport au collège et au lycée, à 18 ans en France, un jeune sur 20 est orphelin, et ce qui sont les sources de l'INED correspond à un élève au collège et 2 au lycée. Par conséquent, on peut faire un premier constat qui est de dire que pour les enseignants, c'est une situation qui, de la maternelle à la terminale, est fréquemment vécue, que ce soit dans leur classe ou que ce soit au cours de leur carrière. Pour autant, il y a un plafond de verre pour différentes raisons, différents facteurs qui pèsent sur la prise en compte de ces situations d'orphelinage, qui finalement sont des situations fréquentes, mais qui sont passées sous silence et qui vont alimenter la posture des orphelins, qui est celle d'un paradoxe entre je veux bien que ça soit connu par les uns et les autres. Mathéo l'a dit, c'est quand même mieux que les enseignants soient prévenus parce que ça permettra de gérer mes comportements, ma colère. Et en même temps, ils n'ont pas tellement envie qu'on en parle. Soit eux-mêmes d'en parler, soit qu'on vienne leur poser des questions. Et c'est un des motifs de crainte du retour à l'école. Ils sont extrêmement nombreux à redouter ce moment du retour à l'école parce que le poids du regard des autres s'exerce, mais aussi parce qu'ils craignent les questions, notamment ce qui est un peu choquant sur pourquoi tu as été absent. Voilà. Si l'information ne circule pas, il y a ce type d'incertitude qui peut créer de l'anxiété lors du retour à l'école. Et finalement, ils vont aussi avoir des capacités, je dirais, créatives à faire avec, en fonction des interlocuteurs qu'ils vont rencontrer, que ce soit des pairs, des camarades de classe ou d'école, ou que ce soit des enseignants, parce qu'il y a des variations d'une personne à l'autre. Mais il ne faut pas se tromper, le vocabulaire qui est utilisé par les orphelins dans les témoignages ou dans les entretiens faits sont explicites. Ils sont très forts. Certains vont dire c'est injuste parce qu'eux ont leurs 2 parents. Donc il y a un sentiment d'injustice qui peut exister quand ils entendent leurs camarades parler de leurs parents.
On me dit que la vie continue, mais quand même, ce que j'ai vécu est un cauchemar, c'est une catastrophe. Ou encore, je n'avais pas envie de revenir à l'école, j'avais peur des questions, j'avais peur de devoir justifier de mes absences. Maintenant, allons à l'essentiel sur les impacts scolaires qui sont observés par tout le monde. Les enseignants, les autres personnels de l'école, les élèves eux-mêmes, selon les âges aussi, et puis aussi les parents qui constatent bien souvent des changements de comportement, de colère, de mise en retrait. Donc c'est un constat qui est quand même extrêmement important, puisque du côté des enseignants ou des élèves orphelins, on a plus des 3/4 qui constatent au moins un impact sur leurs résultats scolaires. Ça peut être soit dans les résultats, soit dans le rapport au travail scolaire, soit à leur attitude en classe. Et puis à long terme, on a parlé de temps, de besoin de temps, et il faut parler aussi de temporalité. Les plus âgés, donc les plus de 15 ans, voire les plus de 18 ans, nous disent aussi que ça a des conséquences bien plus générales en termes de choix d'études, en termes d'orientation professionnelle, en termes de choix de vie et de famille, mais tout ce qui concerne l'entrée dans la vie adulte va aussi poser pour eux un certain nombre de difficultés. Heureusement, on va mettre une note positive, on constate aussi dans les réponses des enseignants que la plupart, la grande majorité, sont plutôt dans de bonnes dispositions à l'égard des élèves orphelins et de leur situation et de la manière de prendre en compte ces situations. Il faudrait faire un distinguo entre, par exemple, la maternelle et le primaire et ce qui se passe au collège et au lycée, où on sait que les choses ne se jouent pas de la même manière. Mais en même temps, un certain nombre d'autres enseignants, ou les mêmes enseignants, peuvent être aussi assez ambivalents vis-à-vis de ces situations et les redouter, parce qu'il n'est pas facile de savoir comment agir, il n'est pas facile de passer de l'intention de « je vais faire bien » à l'acte ou à une bonne pratique dans la classe pour le faire. Et pour y parvenir malgré tout, un nombre important d'enseignants mentionnent leur expérience personnelle, leur vécu personnel, pour justement voir comment ils vont se débrouiller avec leur élève dans la classe. Mais ce qui explique que justement, les enseignants bidouillent, inventent, se dépatouillent, se débrouillent, d'autant plus qu'on ne peut pas dire que la dimension institutionnelle de l'école prenne de manière extrêmement importante ce sujet comme un sujet, ça a été évoqué. On informe beaucoup les élèves sur les addictions, sur les risques, mais pas sur cette question-là. Et donc, il y a finalement, au sein de l'école, peu de paroles collectives. Les difficultés, le type de difficultés qui vont devoir être pris en compte, ça va être des problèmes d'attention, d'apprentissage des leçons, une difficulté à retenir, à mémoriser les informations et les connaissances qui sont transmises. C'est aussi un manque de travail qui va s'expliquer aussi par une démobilisation et de facto de moins bons résultats. Et en fait, il faut se rendre compte qu'en classe ou à l'école, c'est vrai aussi ailleurs, en fait, c'est dans les témoignages, ces élèves-là, ces personnes-là nous disent je pensais à autre chose. J'étais occupé à autre chose et je n'arrivais pas à écouter le prof, je ne l'entendais pas. Et beaucoup disent en fait, je pensais à mon père ou à ma mère et j'y pensais tout le temps. Évidemment, il n'y a pas de disponibilité mentale à écouter un prof aussi bon qu'il peut être. Alors effectivement, il y a ce qu'on peut appeler, pas un décrochage, mais du désintérêt, du désinvestissement scolaire, même pour des bons élèves qui vont dire, en fait, avant j'étais très attentif et maintenant j'en ai strictement rien à faire de faire mes devoirs, ou je pensais à mon père, à ma mère. Et c'est le même type de difficultés qu'ils rencontrent. Ça va être des problèmes de concentration, d'apprentissage, de participation. On a parlé aussi de la tendance des jeunes orphelins à se mettre en retrait. Ça permet aussi d'être moins exposés au regard des autres, aux mots qui peuvent être blessants, aux représentations et aux caricatures qui peuvent être faites avec ça. Et puis chez les tout petits, n'oubliez pas que la pensée magique a aussi une capacité à penser chez eux que si ton papa ou ta maman est décédé, ça pourrait éventuellement m'arriver. Donc ça peut aussi générer en retour des émotions autres. La psychologie, je pense à Jérôme Clair, qui est un des chercheurs qui est soutenu par la Fondation, parle de pensées intrusives. Ce sont des pensées auxquelles les personnes, mais même toute personne, va penser malgré soi, je dirais. Alors qu'on est dans une autre activité, on pense quand même à cet événement biographique qui est un drame, mais en même temps, il faut aussi reprendre le cours de la vie. Alors en termes d'action,
Agir à l'école, effectivement, on peut regarder ce qui est fait déjà, et puis quelles sont les attentes du côté des enseignants et du côté des orphelins. Alors, ce qui est fait, ça se joue principalement soit dans une école, parce que la direction de l'école a décidé d'agir explicitement sur cette question. La plupart du temps, ce sont quand même les enseignants qui bricolent en fonction de leurs connaissances. Le témoignage qui est affiché le dit assez bien. On veut bien se mobiliser, on veut bien orienter les élèves, ça on peut faire, on peut inventer des choses, ça peut être aussi éviter que certains moments soient pénibles. Le moment des contrôles, quand un élève manifeste quelques troubles, et donc éviter qu'il fasse ce contrôle-là. C'est pas grave, il fera le prochain. Donc ils vont à la fois savoir bien se débrouiller, ils vont mentionner aux plus jeunes que si tu as besoin, je suis là, je suis présent, tu peux venir me parler quand tu en as envie. Si tu veux, on en parle ensemble à toute la classe, ou au contraire, on n'en parle pas et c'est ton choix. Il y a la question du choix personnel, quel que soit l'âge, qu'il faut respecter. Ça, c'est quelque chose auquel les jeunes orphelins, les jeunes élèves sont très attentifs. Sinon, ça provoque en retour une certaine forme de violence symbolique qui est contre-productif. Ils vont aussi aménager certains temps de classe, faire en sorte que la fête des pères et la fête des mères, par exemple, deviennent en fait la fête des familles. Ça permet d'intégrer d'autres modèles de familles culturelles et d'autres familles élargies. Et donc, d'un côté, ils veulent bien faire, et puis de l'autre, parfois, ils ne savent pas comment faire. Et donc, ils font des bourdes, ils disent des mots blessants, ils convoquent les deux parents pour un comportement en classe qui n'a pas convenu, ou ils demandent la signature des deux parents pour un contrôle qui a été catastrophique. Ce qui peut paraître aussi encore plus catastrophique pour les élèves, c'est aussi de devoir justifier les absences en raison justement de la période suite au décès. Et du côté des attentes et des besoins, les enseignants et les élèves orphelins sont assez raccords sur les attentes et les besoins. Ça tourne autour de la question de la parole, et ça a été beaucoup évoqué. Donc ça peut passer par du soutien psychologique. Donc les enseignants ne vont pas être des psychologues, mais vont pouvoir orienter au sein de l'école auprès de l'infirmière ou du médecin scolaire ou auprès d'une structure extérieure quand elle ne parvient pas à rentrer à l'école, ce qui est un problème en soi. Encore mieux quand elle arrive à rentrer à l'école pour donner des informations. Ça a été dit au même titre que d'autres. J'en arrive à la conclusion. Le deuxième élément, c'est le savoir, le partage des connaissances, l'information. Et de manière plus spécifique, Mathéo l'a dit, sur la fiche d'information, en remplir une, ça permet que l'information soit connue. Ça évite surtout à eux de devoir se répéter, de réexpliquer des choses. Et puis, on a un certain nombre de principes un peu plus généraux sur cette étude, c'est-à-dire qu'on parle d'égalité des chances à l'école, mais il faut aussi le mettre, et ça a été dit largement, sur l'accès aux soins, l'accès à la santé, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, parce que ça a des conséquences matérielles, économiques, qui ne permettent pas toujours de continuer la vie aussi ordinaire qu'elle puisse être. C'est donc bien une question sociale auxquelles les politiques publiques sont encore peu associées. Et puis, s'il y avait besoin de le dire, c'est aussi la capacité que nous avons de, à la fois, associer à ces situations-là des droits universels, du droit commun, et en même temps des droits spécifiques. Il a été question à un moment donné de congés particuliers au moment du deuil. Merci. Merci beaucoup.